y a 950 000 habitants desservis par ce centre de tri pour la filière du tri sélectif sur 3 départements, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et la Sarthe. On va vous faire visiter ce centre de tri. La visite est divise en 2 parties, une partie dans des salles avec des ateliers, des petits jeux, qui vous apprendront comment trier chez vous si vous ne le faites pas encore très bien, qui vous expliqueront aussi comment on trie ici, quels métiers sont présents, le devenir des matières. Il y a une partie vraiment au cœur de l'usine pour voir certaines personnes travailler, voir le déchargement des camions, les tapis roulants où passent les déchets, le stock des déchets qui souvent amène à réfléchir sur la quantité de déchets plastiques. Donc étant donné qu'on est 3 guides, on va faire 3 groupes. Ici, ensuite des petites charlottes à mettre sur vos têtes avant de mettre une casquette. Et après, j'ai un petit boîtier avec une oreillette pour que vous puissiez m'entendre. Parce que là où on va, c'est un peu... vous allez voir, il y a une cabine où on voit les valoristes. Là, les photos sont interdites, même si vous dites les valoristes. C'est les personnes qui trient après les machines. Donc, ici, on est sur un centre de tri. Donc, nous, on fait que du tri. Donc, c'est la poubelle jaune qui arrive sur notre centre. Il y a plein de matières mélangées à l'intérieur de votre poubelle jaune. Et nous, après, on les retrie en catégories. Donc, on va rassembler tout le papier ensemble, tout le carton ensemble, etc. etc. Donc, nous, on ne fait absolument pas de recyclage. On fait que du tri. Donc, on trie les matières. Ensuite, on en fait des balles. Et ensuite, on les envoie dans différentes usines de recyclage. Donc là, devant nous, on a l'entrée du centre de tri avec donc le pont bascule que vous voyez. Donc c'est la plateforme en béton avec les grilles jaunes sur les côtés. Donc là, oui, vous avez de la chance, il y a un camion qui arrive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une FMA. Donc c'est les camions qu'on charge sur ce qu'on appelle les quais de transfert. Les camions poubelles qui collectent la poubelle jaune vont vider sur des quais de transfert. Et après, nous, on charge ces grands camions pour qu'il n'y ait qu'un seul camion qui vienne sur le site. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Tanguy, le centre de tri il dessert plusieurs départements, donc l'Indre-et-Loire, la Sarthe et le Loir-et-Cher. Donc du coup, ça nous évite d'avoir tous les camions poubelles qui viennent chacun leur tour sur le centre. Ça n'aurait pas trop de sens. Donc on charge les FMA, donc c'est le camion que vous voyez là par la fenêtre. Et donc il va se peser plein. Il va, là vous voyez Alexandre, il a une petite carte qui va badger sur la borne. Ça nous permet de savoir de quelle collectivité arrivent les déchets qui rentrent. Parce que du coup, on a 13 collectivités qui nous apportent les déchets. Donc nous, on doit avoir un suivi sur ce qui rentre et ce qui sort du centre. Donc c'est pour ça qu'ils ont chacun un badge. Donc là, il se pèse, il badge, la barrière va s'ouvrir et il va faire le tour du centre pour aller vider les déchets dans ce qu'on appelle le hall amont. Donc c'est l'endroit où tous les déchets sont vidés. On le verra juste après. Une fois qu'il va avoir vidé du coup son camion, il va se repeser une deuxième fois, mais donc du coup cette fois vide, et la différence nous donnera le tonnage qui est rentré sur le site. Et donc un camion comme ça, il fait entre 8 et 10 tonnes. Et on a les déchets recyclables, c'est léger, donc en fait c'est beaucoup de volume mais peu de poids. Et donc en fait on en a entre 35 et 40 par jour FMA qui viennent vider sur le centre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Par jour, on trie nous 220 tonnes de déchets. Donc ça fait, pour vous donner une idée, ça fait l'équivalent en poids de 44 éléphants. Des gros éléphants. Voilà. C'est pour vous donner une petite image. Voilà, c'est ce qu'on dit aux enfants, mais ça marche aussi pour les adultes. Donc là, je vous ai parlé des camions qui viennent vider des déchets, donc qui viennent des quais de transfert, mais il y a aussi des camions qui viennent pour venir chercher la matière. Vu que nous, on fait que du tri. Donc il y a des camions qui viennent vides pour venir chercher des balles de matière. Donc là, même principe, ils viennent, ils se pèsent cette fois à vide. Ensuite, ils font le tour du centre, ils vont dans le hall aval, donc à la fin du tri. Ils se font charger en balles et ensuite ils se pèsent plein sur un troisième pont bascule qu'on ne voit pas depuis le circuit mais qui existe. Donc au total, on a 3 ponts bascules. Une question qu'on pourra l'aborder plus tard. Quel est le bilan carbone de tout ça? Alors j'en ai aucune idée, mais il doit être assez... en fait, il parcourt des centaines de kilomètres. Oui, c'est sûr. Oui. Il y a le transport des quais déjà chez les usagers jusqu'au quai de transfert, du quai de transfert jusqu'à ici, et ensuite d'ici jusqu'aux usines de recyclage. Après à ça, vous ajoutez l'énergie qui est utilisée pour faire tourner les machines, déjà, l'énergie pour recycler, l'eau pour laver les déchets, etc. Voilà. Nous, là, ici, on va beaucoup vous parler du centre de tri à proprement parler, mais on est d'accord que le meilleur déchet, c'est celui qu'on fait pas. Voilà. Recycler, c'est bien, faire moins de déchets, c'est vachement mieux. Faut-il écraser les bouteilles plastiques ? Alors, les bouteilles plastiques, il faut au moins les déformer. En fait, on a des machines qui s'appellent des trieurs optiques, et en fait, c'est un tapis qui roule assez vite. Chaque trieur optique est réglé pour éjecter une matière. Donc, par exemple, pour les bouteilles, ça va être le PET clair.
Et en fait, le trieur optique qui est réglé pour le PET clair, vous allez avoir tous les déchets qui vont passer, un système de détection optique qui va en fait scanner tous les déchets qui passent devant. Et si jamais c'est une bouteille en PET clair, bah, lui il la détecte et après il y a un jet d'air qui souffle la bouteille pour l'éjecter sur le bon tapis. Si la bouteille elle est laissée bien ronde, en fait comme c'est un tapis qui roule assez vite, des fois entre le moment où elle est détectée et le moment où elle est soufflée, elle peut avoir bougé sur le tapis. Et donc du coup le mauvais déchet qui est soufflé. Donc à minima la déformer pour pas qu'elle puisse rouler sur ces tapis-là. Et si jamais vous voulez gagner de la place dans vos bacs ou vos sacs, il faut l'écraser. Mais quand vous avez la bouteille comme ça, il faut l'écraser dans ce sens, pas en accordéon. Ah oui, parce qu'en fait, comme en fait, le système de détection, c'est comme un petit laser. Donc en fait, si vous l'écrasez comme ça, vous avez un déchet qui fait cette taille-là. Et donc du coup, ça peut être plus compliqué pour la machine de le détecter. Et on laisse bien le bouchon. Hein. Oui, il faut laisser le bouchon. Avancer vers nous, il monte en haut de la presse à balles et ensuite les déchets tombent au fond de la machine et sont compressés les uns contre les autres pour former une balle. Chaque balle est cerclée avec des fils de fer pour qu'elle reste bien en place et une fois que la balle sort de la presse à balles, elle est étiquetée avec du coup la date de production et le nom, enfin la matière qui la compose. Ensuite les balles sont rangées par matière, vous le voyez assez bien, les balles qui sont regroupées entre elles, elles se ressemblent. Par exemple à droite les balles bien blanches ça va être le papier. En face de nous, je pense que c'est la cartonnette, maintenant parce que ça a changé il y a pas longtemps. Et à l'angle à gauche du bâtiment, vous voyez, il y a un gros tas. Ça, c'est les paquets d'acier. Tout à l'heure, je vous disais, on ne met pas les aciers en balles, on les met en paquets. Ça, c'est les paquets d'acier. Une fois qu'il y a assez de balles d'une matière pour charger, enfin pour remplir un camion, il y a les camions qui arrivent sur le site. Alors, quel est le pourcentage de matière bonne dans une balle? C'est 95%? Alors, les machines, elles trient à 90% de pureté et le travail des valoristes permet d'atteindre entre 95 et 98% de pureté, ça dépend des matières. En fait, selon les matières, on va avoir des qualités à respecter. Et ça peut aller de 95 jusqu'à 98. Vous avez un cahier des charges? On a un cahier des charges avec chaque repreneur pour chaque matière. Okay. Et là, vous avez des balles de canettes, là, non, apparemment, là, oui, sur la gauche. Oui, c'est les balles d'aluminium. D'aluminium, oui. Oui, elles brillent, elles sont bien. Oui, elles sont bien. Et au fond, là-bas, c'est le métal. Le métal. Oui, il y a des expéditions chaque jour. Chaque jour, on a entre 8 et 10 camions qui viennent pour expédier de la matière. Vous n'êtes pas bloqué par là? Non, le hall est assez grand pour stocker toutes les matières. On n'a aucune matière qui est stockée à l'extérieur. Les balles sont uniquement dans cette partie. De déchets, il faut les trier. Déjà dû voir, Alice a... Ils sont de là-bas? Oui, en salle métier. Alice a dû donner la plupart des explications déjà sur ça. Ce que vous voyez là, c'est une vue de dessus du process de tri, donc de l'ensemble des machines qui vont trier les déchets. Vous êtes passé dans cette petite pièce par laquelle vous voyez les valoristes et sur cette passerelle verte. Ici, il y avait une vitre pour voir le hall de stockage. Voilà. Oui. Donc, au début, les déchets sont chargés dans les trémies, avec une des deux trémies, celle-ci, qui peut déchirer les sacs jaunes. Parce que sur les 13 territoires, il y en a certains qui fonctionnent avec des sacs jaunes et pas des bacs. C'est le Civalorme. Une partie du Civalorme est collectée en sacs jaunes, Loche, Chinon et Gatine-Racan juste à côté. Ces territoires-là sont collectés en sacs jaunes. Donc nous, il nous faut une machine là, avec une déchireuse de sacs qui va déchirer les sacs jaunes
pour que leur contenu soit répandu sur le tapis roulant. Et après, donc, les déchets contenus dans les sacs sont traités comme tous les autres. Au début, on isole les gros déchets par les décartonneurs. Les déchets de moins de 30 cm tombent au travers du décartonneur, arrivent en dessous dans les cribles à étoiles, qui eux vont isoler les petits déchets. Plus c'est petit, plus c'est compliqué à trier. C'est compliqué pour les valoristes de les attraper à la main, et c'est plus compliqué de les faire trier par les trieurs optiques, parce que plus c'est petit, moins ça a de chance d'être bien détecté au laser et moins bien soufflé par les pistolets qui tirent de l'air comprimé. Donc comme on isole les gros déchets et les petits, on va surtout se concentrer sur les déchets moyens. Les grands et les petits sont quand même triés, les grands que par les valoristes, les petits que par des machines. Voilà. Les déchets moyens, eux, poursuivent leur trajet ici, vers les cribles à disque inclinés, qui vont séparer les déchets creux des déchets plats. Sachant que les déchets plats, c'est plutôt des déchets fibreux, en papier ou en cartonnette, alors que les déchets creux, c'est plutôt des déchets en résine, des déchets en plastique. Les bouteilles, les bidons, les pots, les pots de yaourt, pots de rillettes, tout ça. Après cette séparation déchets creux, déchets plats, on va avoir un enchaînement de trieurs optiques. À l'intérieur des trieurs optiques, il y a des lasers qui détectent la matière des déchets. Et si c'est une matière qu'on veut faire trier par ce trieur optique-là, les déchets de la matière identifiée sont soufflés par de l'air comprimé. Et donc en tout, on a 15 trieurs optiques pour bien isoler les différents plastiques les uns des autres et isoler le papier de la cartonnette. Il y a différents plastiques à trier. Une bouteille verte ne va pas au même endroit qu'une bouteille transparente. Les bouteilles de lait toutes blanches, c'est pas le même endroit. Des bouteilles de lait toutes blanches, il y en a des brillantes et il y en a des mates qui vont pas au même endroit. Et il y a les pots de yaourt. Les pots de yaourt, il y en a en 3 matières différentes qu'il faut isoler les uns des autres. Alors on me dit aussi qu'il faut enlever l'opercule. Oui, l'opercule. Non, il y a des consignes nationales là-dessus, données par Citeo, l'éco-organisme des emballages. Et Citeo a dit que l'opercule, ce n'était pas un problème qui pouvait être laissé dans le pot. Ça ne gênera pas le tri. Oui. Les machines elles détectent vraiment matière par matière. Elles font ça comment? Il y a des lasers proches infrarouges. Et en fait, les machines elles détectent la matière des déchets via la longueur d'onde absorbée et la longueur d'onde réfléchie de chaque déchet. Wow. Donc c'est très impressionnant et ça se passe à très très grande vitesse. Et c'est comme ça que les machines vont en tout cas trier les plastiques et les fibres. C'est différentes machines qui vont trier les déchets métalliques. Les déchets en acier, ils sont aimantés. Donc on va les trier avec des gros aimants qui vont attirer les déchets en acier. L'aluminium, c'est plus compliqué parce que l'aluminium, ce n'est pas aimanté. Du coup, on utilise des électroaimants. On fait passer un courant électrique dedans. Et si tout est bien calibré, le champ magnétique qui va résulter de cet électroaimant va éjecter l'aluminium. Donc dans ce cas-là, on met les électroaimants sous le tapis. Et comme ça, les déchets en aluminium, en approchant de l'aimant, sont éjectés. Voilà. C'est ce qu'on appelle des machines à courant de Foucault. Ça sera dans l'évaluation. Il faudra bien écrire Foucault. Les déchets, selon leur taille, si c'est des gros déchets, ils vont rester à peu près 30 secondes sur les tapis. Et les déchets éjectés en dernier, ça va entre 4 et 5 minutes. Ça reste très rapide. On trie 20 tonnes par heure. Donc ça fait 1000 kilos toutes les 3 minutes à peu près. 20 tonnes, tout produit confondu, oui, toute matière confondue, 20 tonnes par heure de déchets. Et donc, à l'année, là, vous êtes bien à 54 000 tonnes? Un peu plus même, 57 000 tonnes cette année, à peu près. 56 700 et quelques, je crois, pour la première année complète. Combien d'éléphants? Je m'en rappelle plus. 44 éléphants d'Afrique. 44 éléphants. Mais 44 éléphants d'Afrique mâles, par contre. Sinon, je ne sais pas exactement ce que vous a dit Alice. Du coup, les valoristes, ils sont 2 équipes de 17, 34 en tout, dont 16 en réinsertion professionnelle. Beaucoup d'immigration aussi, chez les valoristes. Ça apporte une main-d'œuvre motivée sur un travail qui est pénible, où il y a peu de volontaires, mine de rien. Et l'immigration apporte une main-d'œuvre motivée qui va faire ce travail-là. Et puis c'est physique. Très physique. Très physique, et pourtant, il y a des femmes aussi, assez âgées. On a fêté les 60 ans de Monique il y a 2 semaines. Et aussi par, on va dire, solidarité, respect peut-être pour les valoristes. Diminuer les refus, c'est déjà ça, et penser aux bonnes pratiques, donc de bien séparer les éléments des emballages, tout ça. C'est des choses qui vont rendre moins pénible leur travail. Celui-là, c'est le tapis du PET clair, des bouteilles transparentes ou bleues. Et ça, c'est le tapis des sacs plastiques. On s'est rendu compte au début que les machines triaient
très bien ces deux matières-là et qu'il n'y avait pas besoin de valoristes sur ces tapis-là. Ils n'ont pas été licenciés, ils ont été répartis sur d'autres tapis. Voilà. Notamment sur ce tapis-là, le tapis des refus, il y a beaucoup de travail à faire. Et le tapis de la cartonnette, celui-ci. Pareil, beaucoup de travail à faire. Le papier diminue. En fait, au début, on avait prévu 2 chaînes pour le papier, donc les tapis 4 et 5. Mais au final, la quantité de papier diminue, moins de presse-papier, moins de publicité papier. Donc ce qu'on va faire, c'est que la cartonnette qui normalement ne passait que sur un seul tapis passera sur 2 tapis en camion. Le refus, ça représente quel pourcentage de votre... Ouais, quasiment 30, ça dépend des territoires. On a du mal à se financer. Oui, un petit peu moins, alors un peu bien. Et ces refus vont où? Ces refus, alors 90% des refus vont dans des usines de CSR. CSR, c'est pour combustible solide de récupération. Les refus qui vont dans des usines de CSR sont broyés. Après, ça fait des paillettes qui peuvent alimenter des chaudières industrielles en tant que substitut au charbon, au pétrole ou au gaz. Les chaudières industrielles qui brûlent des CSR, en tout cas qui brûlent les nôtres, c'est des cimenteries plutôt dans l'ouest de la France. Et la consommation d'électricité, c'est important? C'est assez important. Il y a des panneaux voltaïques? Non, alors on ne pourrait pas en mettre sur le toit, pardon, parce que en cas d'incendie, souvent les pompiers n'aiment pas trop intervenir sur des toits avec des panneaux photovoltaïques. Et comme un centre de tri est très sujet aux incendies, il y en a déjà eu un avant même l'inauguration, on ne va pas mettre de panneaux sur le toit. Par contre, on va mettre des panneaux au-dessus du bassin de rétention d'eau. Il y a un grand bassin très très long, c'est pas une piscine, c'est un bassin qui est là pour retenir les eaux, notamment en cas d'incendie. Si les pompiers arrivent et mettent beaucoup d'eau pour éteindre, l'eau elle arrivera dans ce bassin-là. Donc ce bassin-là, il a vocation à rester vide pour pouvoir accueillir les eaux en cas d'incendie ou de fort orage. Dans les autres refus très embêtants, les piles, il y a quelques semaines, le centre de tri de Châteauroux a eu un incendie lié à une explosion de piles. Voilà, ça peut générer des incendies. Quand on compacte les déchets dans la presse à balles, ça pourrait exploser. Ça arrive déjà de temps à autre. Heureusement, la presse supporte les chocs. Mais on n'aime pas du tout avoir les piles dans le bac jaune. Et en plus de ça, ils ne sont pas jetés dans le bon bac, donc pas recyclés de la bonne manière. Ce déchet-là, il va devoir être transporté, recyclé. Le recyclage, ça va demander beaucoup d'énergie. Le recyclage, c'est pas une solution parfaite, il y a des limites. La limite, c'est notamment l'utilisation de l'énergie. Ça demande énormément d'énergie pour transporter, trier, retransporter, recycler, retransporter. Est-ce qu'il n'y avait pas une meilleure solution que de le jeter? Je pense que oui. La meilleure solution, ça peut être le don, la revente. Le don, ça peut être bibliothèque, ça peut être dans une boîte à livres, ça peut être une brocante. Mais les livres, ce ne sont pas du refus. C'est l'exception de cette étagère. Ici, d'autres exemples de refus qui sont plutôt les erreurs les plus communes, on va dire. Parmi les erreurs les plus communes, le verre. Tous les jours, entre 3000 et 4000 kilos de verre. Quotidiennement. Donc là, c'est un non-sens à plein de niveaux, le verre dans le bac jaune. Le verre, il va se casser au tout début. Donc comme il se casse, on ne peut pas le récupérer, on ne peut pas le revendre, pas le recycler. Le verre, quand il est collecté dans les bornes, il sera revendu par les collectivités. Ça va rapporter de l'argent et il sera recyclé. Et c'est quasiment infini le recyclage du verre. Le verre, quand il est jeté dans le bac jaune, il ne sera pas recyclé, il ne sera pas revendu, il va coûter énormément d'argent. Donc économiquement, aucun sens. Écologiquement, une grosse perte aussi. Dans les autres refus qu'on va beaucoup retrouver, il y aura le textile. Comme le verre, entre 3000 et 4000 kilos par jour de textile, donc de vêtements, de peluches, de linge de lit. 3000 kilos de vêtements, c'est plusieurs centaines de vêtements par jour. C'est des caoutchoucs, voilà, que je disais. Pour les enfants, quelques peluches aussi, donc pareil, plusieurs peluches par jour, souvent en bon état, Franklin, Simba, ici un tigre. Les caoutchoucs, je les mettais, moi. Là, souvent, j'aime bien choquer les enfants en visite. Oui. Quand j'ai les enfants en visite, à ce moment-là, ils ne savent pas encore ce qu'on fait des refus. Du coup, je leur dis, vous pensez qu'on en fait quoi des refus? Ils me disent, bah, vous les donnez, vous les revendez à une association. Je leur dis, non. Et là, ils me disent, bah, qu'est-ce que vous en faites? Et je leur dis, on les brûle. Donc là, souvent, les enfants, déjà, ils sont sages. Non, ils pleurent pas. Souvent, ils sont bien sages tout le reste de la visite. Et puis, je pense que c'est la première chose qu'ils disent en rentrant chez eux. Ils brûlent les peluches. Donc à mon avis, après, j'espère que toute leur vie, jamais ils jetteront de peluche dans le bac jaune ou de vêtements. Le valoriste, il ne va pas prendre le temps d'ouvrir un sac noir.
Un sac jaune, les valoristes ils les prennent, ils les déchirent à la main, mais un sac jaune il est transparent. Les valoristes ils voient ce qu'ils attrapent, ils voient ce qu'ils déchirent, donc ils ne s'exposent pas à un risque. Un sac noir, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et vu ce qu'on peut voir passer, de temps en temps on voit des couteaux, de temps en temps il y a des animaux morts, il y a avoir des liquides dangereux, on ne peut pas demander aux valoristes de déchirer un sac noir opaque. Donc un sac noir opaque, peu importe ce qu'il y a dedans, ce sera du refus. La plupart du temps c'est vraiment des ordures ménagères résiduelles, mais des fois, on le sait, il y a des sacs noirs remplis d'emballages qui passent. Mais on ne va pas demander aux valoristes de les ouvrir. C'est opaque, ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est aussi une erreur très commune qu'on retrouve. Donc là, il faut vraiment penser au fait que la poubelle jaune, c'est soit des sacs jaunes transparents, soit c'est pas de sac. Et les personnes qui voudraient utiliser un sac noir dans leur cuisine pour ne pas salir leur poubelle de cuisine, et ben le sac noir après, elles vident dans leur bac et elles remettent le sac vide noir dans le bac. Le sac vide noir, c'est bon, il sera traité comme un sac plastique. Le sac noir plein, on ne va pas chercher à savoir ce qu'il y a dedans, ce sera du refus. Et là, on estime que c'est entre 10 et 12 tonnes par jour. Ça, bien, pas bien, un cahier. Un cahier, c'est du papier. Et du plastique. Là, le bon exemple, ce serait d'enlever la couverture avant de le jeter. Si c'est pas fait par les gens, ça devra être fait par les valoristes. Les agrafes, c'est négligeable, c'est très très léger. La couverture, ça pose problème. Et surtout, la machine elle détecte l'extérieur du déchet. Donc là, la machine, quand c'est attaché, elle envoie tout en plastique. Elle envoie tout sur le tapis PEPP. Et la valoriste ou le valoriste sur le tapis PEPP va devoir prendre les cahiers un par un, arracher les couvertures, remettre la couverture sur le tapis, jeter le papier à un autre endroit. Les valoristes, ils sont 16 ou 17 pour 20 tonnes par heure. Ils n'ont pas toujours le temps de le faire, ça. Quand ils n'ont pas le temps de le faire, ils font un tas à côté d'eux. Et dès qu'il y a une panne, un petit arrêt technique, et ben, ils doivent s'y mettre à plusieurs pour tout arracher un par un. Et donc, en boulette, le plastique. on préfère l'avoir en boulette, le papier aluminium. Aluminium seulement. Oui, aluminium, oui. Oui. Mais... Certainement que les enfants petits sont très positifs pour ça, parce qu'ils forment les parents. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'on met vraiment l'accent là-dessus. Vous allez continuer par là-bas. Vous avez Isabelle, elle est agent d'accueil, et elle est à un bureau qui est en bas au niveau de, vous voyez, le bâtiment d'entrée. Elle est au premier étage, et elle regarde donc les camions qui arrivent. Elle leur fait signer une feuille d'émargement pour savoir de quelle entreprise ils viennent, de quel centre, etc. Comme ça permet de savoir qui est arrivé à quelle heure. Et elle leur explique les règles de sécurité et de circulation, alors que c'est maximum 10 km/h. Vous avez les techniciens de maintenance qui sont là pour réparer les machines s'il y a besoin, voilà, pour les entretenir, pour regarder si tout va bien, pour changer s'il y a besoin des pièces, qui est le responsable de maintenance, donc lui il supervise quand même tous ces techniciens. Et s'il y a un problème un peu plus compliqué, c'est lui qui va voir pour être supervisé parce qu'il a quand même un peu plus de connaissances là-dedans et plus d'efforts. Donc ensuite, vous avez le rondier, donc ça fait un métier un peu bizarre, c'est vrai que comme ça on ne voit pas le nom. En fait, un rondier, lui c'est Philippe. Et Philippe, en fait, il a un trajet bien défini dans tout le processus. En fait, c'est un trajet qui passe entre les machines, au-dessus, en dessous, etc. Il passe par plein d'escaliers. Il a tout un tour qui est déjà prédéfini. Et en fait, il fait ce tour toute la journée. Il fait des rondes. Voilà, donc c'est là d'où vient le métier. Et en fait, c'est lui qui ouvre l'œil pour être sûr, pour repérer les éventuels problèmes, pour voir dès qu'il y a un souci, et prévenir les techniciens de maintenance si c'est trop compliqué à régler soi-même. Sinon, c'est lui qui intervient directement sur la machine. Voilà. Vous avez donc les agents de caractérisation comme Alice ou Tanguy, qui en fait, vous voyez les collectivités, chacune, elles envoient tant de tonnes de déchets, et il y a différents taux de différentes matières dedans. Et en fait, pour savoir, parce que comme l'entreprise, le centre de tri, c'est public, il faut que ce soit le plus équitable possible niveau prix quand ils renvoient de l'argent, etc. Donc en fait, ils font des échantillons. Ils prennent des échantillons qu'ils trient à la main, et après ils reportent le taux de chaque matière et la provenance, le taux de refus aussi, pour voir combien ils vont renvoyer en fait en argent là-bas, etc. Ils vont faire des stats. Et ensuite, donc vous avez à la fin du processus les valoristes que vous avez vus en œuvre, donc qui sont chargés d'enlever les mauvais déchets sur les tapis qui vont quand même, vous avez vu, assez vite. Hein. Donc il faut être quand même très concentré, c'est un métier physique, et voilà. Je ne sais pas si vous m'ont dit du coup leurs horaires, avec les deux pauses assez courtes. 10 minutes et 20 minutes après, c'est court. Donc c'est un métier, en plus il y a 50% des emplois qui sont en réinsertion. C'est des embauches qui viennent travailler. Donc
c'est un métier compliqué, mais il faut des gens pour le faire, et puis quand ils sont pas là, forcément l'entreprise ne tourne pas, donc c'est vraiment un métier indispensable. Voilà. Et surtout, il faut penser aux valoristes quand on trie, parce que c'est eux qui vont ramasser toutes les mauvaises erreurs qu'on fait. Voilà. Et donc ensuite, une fois qu'ils ont été mis dans leur grand bac, vous voyez, et mis à la presse à balles, vous avez les agents, les conducteurs d'engins, qui sont là donc, dans leur petite cabine. Ils passent un certificat spécial pour avoir le droit de conduire ce genre d'engin. Et ben voilà, en fait, c'est eux qui prennent les petites balles, qui les déplacent, qui les mettent en petit tas et qui après chargent les camions en fonction de quelle matière ils veulent.